Pro Justicia, feuille d'audition. Le lundi 12 mars 2007 à 9h57. Nous, verbalisant, Delenoy Robert, officier de police judiciaire en civil. De Villers Nathalie, officier de police judiciaire en civil. Stengers Christophe, officier de police judiciaire en civil. Entendons. Savatinova Rosalia Dimitrova, nationalité bulgare, née le 12 novembre 1988 à Sofia, Bulgarie, qui déclare par le truchement de l'interprète « Je désire m'exprimer en bulgare ». Vous m'avez interpellé le 11 avril dernier et interrogé quant à ma situation et mon passage dans le milieu de la prostitution à Bruxelles en septembre 2006. J'ai accepté de vous parler, mais je n'ai pas souhaité signer une déclaration de peur de représailles du milieu dans lequel j'évoluais. En réalité, j'ai très peur. Non seulement pour moi, mais surtout pour ma grand-mère qui est âgée de 80 ans. Elle vit seule dans un petit village situé près de la ville de Balchik en Bulgarie, où le groupe qui m'a exploité est très présent. Il faut que vous sachiez que ma grand-mère m'a élevée depuis mes 2 ans, quand ma mère m'a abandonnée. Mon père est un alcoolique profond, et il était incapable de s'occuper de moi. Pour parler de ce qui m'a amené à Bruxelles, je peux vous dire que je connaissais depuis mon enfance une fille prénommée Leta. J'avais confiance en cette fille qui était plus âgée que moi. J'avais appris de sa maman qu'elle était aide-soignante en Belgique depuis plus d'1 an. Lorsque Leta est rentrée en Bulgarie en 2006, je l'ai rencontrée. Sa maman m'avait proposé de la revoir et avait même envisagé que j'accompagne sa fille en Belgique pour m'occuper d'une vieille personne. De cette manière, j'aurais pu envoyer de l'argent à ma grand-mère. Leta m'a invité à la suivre sur la côte à Varna où elle louait un appartement. Cela se passait pendant l'été 2006. À cette époque, j'ai fait la connaissance du petit ami de Leta, le prénommé Orline, que je reconnais formellement sur la photographie portant le numéro 255. J'ai également rencontré les nommés ou surnommés Dobrin, Veselin et Pistoleko. Pendant toute cette période, Leta a été très gentille avec moi. Elle m'a offert des vêtements. Elle évoquait la Belgique et le vieux monsieur qu'elle gardait à Bruxelles. Je dois reconnaître que j'ai vécu comme une princesse pendant 3 mois. En septembre 2006, un cousin de Leta, un prénommé Kolio, est venu nous chercher pour nous emmener en Belgique. L'achat de mon passeport avait été réglé par Leta. Nous sommes arrivés à Bruxelles et Kolio nous a déposés dans un appartement situé en sous-sol d'une maison à plusieurs étages. Lorsque j'ai vu la photographie portant le numéro 357 sur laquelle figure Orline, j'ai reconnu l'entrée et la fenêtre à barreaux de cet appartement. Je me souviens que de la chambre, on pouvait apercevoir les jambes des passants sur le trottoir. 2 jeunes filles se trouvaient à l'adresse. Quand je lui ai demandé pourquoi on n'allait pas chez son vieux monsieur, Leta m'a répondu que je devais bien me douter qu'il n'y avait pas de personnes âgées dont il fallait s'occuper, mais bien du travail dans la prostitution. J'ai coupé court en lui répondant qu'il était exclu que je me prostitue, et lui ai annoncé que je voulais rentrer chez moi. Elle m'a dit que je n'avais pas le choix et que je devais aller travailler comme prostituée dans une vitrine pour rembourser tous les frais qu'elle avait engagés pour moi en Bulgarie et pour le voyage. Elle m'a répété que j'allais devoir travailler dès le soir. Elle a ajouté que j'allais être contrôlée par la police et que je devais absolument leur dire que je travaillais avec mes amis, sans poisson, c'est-à-dire sans proxénète en bulgare. Leta est partie. J'ai fait connaissance avec les filles. Elles m'ont prévenu que je devrais être forte parce que je risquais d'être battue par Leta. Ce soir-là, nous avons quitté l'adresse pour nous rendre dans la rue des Vitrines.
Les filles détenaient mon passeport et avaient l'ordre de ne pas me le remettre sauf en cas de contrôle de police. J'ai travaillé 4 nuits dans un bar en compagnie des 2 filles surnommées Miri. Elles devaient m'expliquer le travail. Elles m'ont également fourni des vêtements de travail et des chaussures à talons hauts. Elles m'ont communiqué les tarifs, à savoir 40 € pour entretenir des relations sexuelles. J'ai eu plusieurs clients, mais jamais assez pour atteindre le montant que je devais rembourser pour payer la vitrine. Je ne sais pas comment vous expliquer le dégoût que j'avais à faire ces choses. Pendant les 12 heures de travail, les 2 Miri téléphonaient régulièrement à l'État, en disant que je ne souriais pas en vitrine, que je ne prenais pas tous les clients qui se présentaient, et que je pleurais sans cesse. Elles me passaient l'État au GSM qui m'insultait, en me disant que si je ne travaillais pas mieux, Orline allait venir me corriger. Dès notre retour à l'appartement, l'État se présentait pour récolter l'argent. Elle m'a frappé à plusieurs reprises parce que je ne gagnais pas assez. Lorsqu'Orline est arrivé de Bulgarie, il est venu me battre à l'appartement. Il est arrivé en rage en compagnie de l'État. Il m'a tiré par les cheveux et m'a placé la tête dans le lavabo, sous le jet du robinet, tout en me donnant des coups sur les épaules. Il répétait sans cesse « Je vais la tuer, je vais la tuer ». Il est finalement reparti. L'État a donné mon passeport aux 2 filles qui l'ont mis dans un sac à dos pour aller travailler. Morte de peur, j'ai néanmoins réussi à récupérer mes documents sans que les filles ne s'en aperçoivent. On a ensuite quitté l'appartement pour nous rendre au travail. En chemin, elles ont voulu passer par une épicerie. J'en ai profité pour prendre la fuite. J'ai couru comme j'ai pu et je me suis retrouvée à la gare centrale. J'y ai passé 3 nuits. Des clochards se sont présentés pour voir ce que je faisais là. J'ai dormi sur les bancs. Le 4e jour, j'ai fait la connaissance d'une dame qui comprenait l'anglais et qui m'a proposé de l'aide. Cette dame s'est renseignée et m'a obtenu un rendez-vous auprès d'une association spécialisée. Comme j'avais trop peur de signer une déclaration, il m'a été répondu que je ne pouvais pas être reconnue comme une victime et être prise en charge. Décidée à rentrer dans mon pays, j'ai pu être rapatriée en Bulgarie en janvier via une ONG. Les 3 premiers jours de mon retour, j'ai vécu en toute tranquillité. Le 4e jour, la maman de l'État m'a aperçue et a certainement prévenu sa fille. Quelques minutes plus tard, un enfant s'est présenté devant ma porte et m'a signalé que les occupants d'une voiture jaune me cherchaient. Je suis sortie, mais je n'ai rien vu. 2 jours plus tard, vers 22 heures, des hommes ont cassé la porte de la maison et sont rentrés de force. Je me suis enfuie à l'extérieur, mais là, 4 hommes m'attendaient. J'ai directement reconnu Dobrine. 2 hommes l'accompagnaient. Ils portaient tous les 3 des sabres. Un 4e homme était le chauffeur. Dobrine s'est adressé à moi en ces termes. « Ah, ma belle, ça fait longtemps que l'on ne s'est plus vu. » Je leur ai dit que s'ils voulaient me parler, ils ne devaient pas le faire devant ma grand-mère. Dobrine m'a frappé derrière la tête. Il est devenu très agressif. Je me suis retrouvée par terre. J'étais épouvantée car il avait toujours le sabre à la main. Il m'a tirée par terre jusqu'à la voiture. Il m'a obligée à monter à bord. Je tiens à dire que tout le voisinage était dans la rue. Ils ont tout vu, mais personne n'a osé intervenir. Ils m'ont alors emmené dans un lieu à environ 45 km de mon village. Dobrine et Pistoléko m'ont sorti de la voiture et m'ont battu à coups de pied. Vu que je me débattais, Dobrine m'a blessé à la cheville droite d'un coup de sabre. Il m'a obligé à lui faire une fellation. Il m'a frappé car il disait que je ne savais pas bien m'y prendre. J'ai osé lui demander de ne pas éjaculer dans ma bouche. Il m'a alors frappé à la tête en me disant que je n'avais rien à dire et que j'étais bien prétentieuse. Il l'a quand même fait.
Ensuite, il m'a dit qu'il allait appeler les 3 autres. J'ai été obligée de faire une fellation à chacun d'eux. Pistoleco a suivi Dobrin et j'ai été contrainte d'avoir aussi une relation sexuelle avec lui. L'inconnu m'a violée à son tour. Je me suis débattue comme j'ai pu. Pistoleco et l'inconnu m'ont maintenue pendant que le chauffeur essayait de me violer. Vu que le chauffeur ne parvenait pas à ses fins, Pistoleco lui a dit de me prendre en relation anale. J'ai hurlé. Je me suis débattue en leur disant que je préférais mourir plutôt que de subir encore des violences. Comme je hurlais, ils m'ont replacé dans la voiture. J'ai pu saisir un des sabres et j'ai menacé de me tuer. Dobrin a dit que je n'étais pas capable. Finalement, ils m'ont laissé tranquille en riant. Ils m'ont emmené dans un appartement. J'avais terriblement peur. Ils m'ont laissé 3 jours dans cet appartement. Pendant la nuit du 3e jour, un homme est arrivé avec de la nourriture et un jus d'orange. Je le reconnais sur la photo 350. Il m'a passé l'état au téléphone. Elle m'a proposé d'aller me prostituer dans un club en Italie. Elle a ajouté qu'elle m'y conduirait elle-même si je voulais. Par peur, je lui ai dit que j'allais réfléchir afin qu'elle me laisse tranquille. Vesseline est alors arrivée à l'appartement et a voulu coucher avec moi. J'ai laissé faire Vesseline contre mon gré. J'ai passé la journée suivante seule dans l'appartement. Le soir, le père de Dobrin, que je reconnais en photographie 389, est venu à l'appartement. Il s'est déshabillé. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a répondu que je ne devais pas faire la stupide avec lui. Il m'a frappé et m'a dit de me déshabiller. J'ai demandé pour rentrer chez moi en lui disant que j'acceptais de partir en Italie. Il m'a ensuite violée. Finalement, Dobrin est venu me chercher et m'a déposée chez moi. Lorsque j'ai vu que la voiture avait disparu, je me suis enfuie dans l'autre sens. Il faisait nuit. J'ai réussi à faire de l'autostop. Un gentil monsieur m'a chargé et m'a emmené à la gare de Balchik. J'ai pris un train sans payer car je n'avais pas d'argent. Lorsque je suis arrivée à Sofia, je me suis rendue chez ma marraine. Je lui ai expliqué le calvaire. Je suis restée quelques jours chez ma marraine jusqu'à ce qu'elle m'aide à prendre un avion pour Bruxelles. Je ne voulais plus rester en Bulgarie. Et je dois vous avouer que la famille d'accueil chez qui je suis hébergée en Belgique est très gentille avec moi. Je me considère comme une victime de la traite des êtres humains et revendique ce statut. Je n'ai rien à ajouter pour l'instant. Lecture faite, persiste et signe. Pro Justicia. Le 3 mai 2007 à 13h30. Nous, Delonoy Robert, commissaire judiciaire, officier de police judiciaire. Portons à la connaissance de Monsieur le juge d'instruction que nous avons jugé que les conditions de travail des prostituées contrôlées par nos services tout au long de l'enquête méritaient d'être mises en évidence. Elles étaient particulièrement pénibles. Toutes les prostituées identifiées au cours d'enquête étaient contraintes de se livrer à leur activité 12 heures par 24 heures. Majoritairement la nuit de 18 heures à 6 heures du matin, à raison de 7 jours sur 7. Un droit de vitrine était réclamé par l'exploitant de l'établissement, ce montant se chiffrant entre 200 et 250 euros par jour. Tenant compte du prix de la passe qui s'élevait en général à 50 euros, il fallait aux prostituées voir passer 5 clients avant de commencer à calculer l'argent qu'elles auraient à remettre ensuite à leurs proxénètes. Des témoignages recueillis, il était régulier pour la plupart des filles de terminer leur pause avec des gains se chiffrant entre 500 et 1500 euros. À 50 euros la passe, on peut considérer qu'elles se livraient à plus de 15 clients par 12 heures, certaines à plus de 30. Ceci pour satisfaire le proxénète et éviter des déchaînements de violence de sa part. Pour optimiser le rendement de leurs prostituées,
Certains proxénètes exigeaient qu'elle fasse usage d'une minuterie de cuisine, limitant le temps de la passe à 10 minutes pour 50 €. Nous avions déjà eu l'occasion de le constater dans différents bars. Nous avons photographié les minuteries utilisées dans le bar L'Arlequin. Nous joignons ces photographies en annexe du présent. Nous transmettons le présent à Monsieur le juge d'instruction d'Andoy, de et à Bruxelles. Dont acte.